Je dirais simplement que le président actuel de la Chine, le président Xi Jinping, est à Paris aujourd'hui, mais c'est une simple coïncidence. Cette conférence n'a pas été préparée pour être dédiée à la Chine actuelle. Alors, je voudrais, en quelque manière, commencer par la conclusion. La révolution culturelle, à mon avis, est le plus important événement politique de la deuxième moitié du XXe siècle. Je pense réellement que c'est à partir d'elle, et en particulier à partir des raisons rationnelles et pensées de son échec, qu'on peut et qu'on doit penser l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler la troisième étape de l'expérience révolutionnaire proprement dite, ou de la pensée communiste. Troisième étape, après l'étape marxiste de la fondation au XIXe siècle, et l'étape léniniste, disons, de la première tentative qui s'est échouée, comme nous le savons tous, sur le roc de l'État parti. Alors, l'ignorance quasi totale concernant cette révolution, la révolution culturelle prolétarienne en Chine, est organisée depuis presque 40 ans par, je crois, 3 forces complices, ce qui explique cette ignorance ou cette obscurité. La première force, c'est la propagande générale, hégémonique aujourd'hui, évidemment, au service du capitalisme mondialisé, parce qu'à partir des années 80 notamment, ce capitalisme mondialisé a bâti sa fortune, son expansion, son succès, précisément sur les ruines complètes de la deuxième étape de l'entreprise communiste. Et il doit à tout prix ramener l'ensemble de cette deuxième étape, et notamment la toute dernière tentative politique pour en sauver les produits, à des crimes et, s'agissant de la JRCP, à un crime supplémentaire. Deuxièmement, et c'est là une complicité décisive, la propagande de l'État chinois lui-même, issue directement de l'échec et de la répression de la révolution culturelle en Chine. Répression sanglante de ses ultimes partisans. Alors cet État, l'État chinois, a, dès 1976, appelé la révolution culturelle les 10 années perdues, qui était un bilan sommaire. Les 10 années perdues, donc les 10 années qui vont de 1966 à 1976. Et cet État a, par un décret, en un certain sens sans précédent, ordonné la pure et simple interdiction d'en parler. Et donc, il a organisé, sur cet événement considérable, dont lui-même reconnaît qu'il a occupé 10 ans d'histoire de la Chine, un total silence. Et enfin, la troisième force a été constituée par les intellectuels renégats du maoïsme, qui, pour se faire pardonner leurs péchés et s'intégrer à l'oligarchie dominante, si possible, ont dû se frapper la poitrine et faire des pieds et des mains pour bâtir des philosophies politiques d'où l'on peut, sans péril, criminaliser tout essai de résurrection de la pensée révolutionnaire et communiste, et notamment toute tentative de penser, purement et simplement, de parler rationnellement de la révolution culturelle. Évidemment, la combinaison de ces 3 forces a fait aujourd'hui, de ces 10 années, en un certain sens, comme le veut l'État chinois, 10 années
perdues dans la mémoire collective, 10 années oubliées ou ramenées, en général, à des chiffres arbitraires concernant le nombre des morts. Comme si, d'une certaine façon, dire le nombre des morts était penser quelque chose. Mais dire le nombre des morts ne permet pas de penser quoi que ce soit. Si vous dites la guerre de 14-18 a fait 30 millions de morts, vous ne dites en rien ce qu'est la guerre de 14-18. Il en va de même ici, et donc tout cela participe d'une tentative d'oubli général de cet épisode fondamental. Alors, cependant, aujourd'hui, je le crois, petit à petit, ces forces ne peuvent empêcher une certaine renaissance des études historiques et politiques concernant la révolution culturelle prolétarienne. Je voudrais signaler qu'il existe un livre synthétique, le plus important, sur la révolution culturelle, à ce jour, qui est celui de Hong Young Lee, et qui s'appelle The Politics of the Chinese Cultural Revolution. C'est un livre qui est apparu au début, à l'extrême fin des années 70, et c'est un livre décisif pour compréhension minimale de ce qui s'est passé, nourri d'une documentation qui est de plus en plus abondante. On peut aujourd'hui accéder, par des moyens plus ou moins complexes, à une documentation très étendue, la quasi-totalité des journaux publiés par les Gardes Rouges, la quasi-totalité des déclarations de l'ensemble des dirigeants, le récit détaillé d'un certain nombre d'épisodes clés. Petit à petit, malgré tout, et en dépit des interdits, quelque chose se passe qui tend vers l'éclaircissement et l'appropriation collective de cette révolution cachée. Avec mon ami Éric Hazan, nous allons d'ailleurs publier aux éditions La Fabrique un livre tout à fait remarquable sur la commune de Shanghai, janvier-février 1967. Nous traduirons certainement un jour le livre de Hong Young Lee, et tout cela n'est qu'un début. À la fin, l'interdiction propagandiste concernant ce moment crucial de la politique planétaire sera vaincue. Et je me réjouis que, concomitamment à la présence à Paris de l'interdicteur en chef, le président Xi Jinping, cette réunion contribue à ce processus libératoire et mémoriel. Et j'en remercie chaleureusement Catherine Clément et l'ensemble des organisateurs de ce moment. Alors, le plan de mon exposé est très simple. Il va suivre la chronologie qui, je l'espère, vous a été distribuée. Cette chronologie découpe cet épisode extraordinairement compliqué, il faut bien le dire, de l'histoire mondiale, en 7 parties dont je vous rappelle les titres. D'abord, les antécédents, c'est-à-dire d'où vient cet extraordinaire épisode. Deuxièmement, ce qu'on peut appeler la première bataille interne au parti, d'une part, affectant l'université de Pékin, d'autre part. Donc la double origine partidaire et étudiante de cette grande tempête. Le déclenchement du mouvement de masse de la jeunesse universitaire et scolaire, et finalement la décision officielle qu'il s'agit d'une révolution, d'une situation révolutionnaire, et que liberté, ce point est capital, que liberté doit être donnée au mouvement de masse lui-même. Troisièmement, un épisode qui a fait beaucoup plus parler de lui, la période des Gardes Rouges, c'est-à-dire la période de l'expansion gigantesque du mouvement de la jeunesse sur l'ensemble du territoire chinois, avec l'apparition des premiers signes d'un danger ultra-gauchiste, d'un danger d'excès, de débordement irrationnel, de pratiques inutiles, etc. Quatrièmement, l'entrée en scène des ouvriers. Évidemment, une singularité remarquable qui nous a fait, à nous, à cette époque, penser à ce qui se passait
un peu plus tard, en mai 68 et dans les années qui ont suivi. Alors, quatrièmement, l'entrée en scène des ouvriers à Shanghai, l'épisode connu sous le nom de la Commune de Shanghai, par référence absolument consciente et explicite à la Commune de Paris, épisode qu'on peut considérer comme le centre, du point de vue de l'intérêt universel de ce qui s'est passé là, épisode qu'on peut considérer comme le centre de tout le processus révolutionnaire de la séquence, et dont le point nodal étant janvier et février 1967. Ensuite, en cinquième point, l'année 67, qu'on peut appeler l'année terrible, avec une agitation extraordinaire dans l'ensemble du pays, des risques réels de division de l'armée et de guerre civile, avec en son cœur ce qui est connu comme l'épisode de l'incident de Wuhan, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, incident de Wuhan, dont on sait aujourd'hui seulement qu'il a été d'autant plus dramatique que ce qu'on n'a pas su pendant des années. Mao Tse-tung était personnellement présent à Wuhan à ce moment-là, et il est probable qu'un des buts de l'incident était éventuellement de s'assurer de sa personne. Au point 6, à partir de l'automne 67, le début en réalité de ce qui va être la longue stabilisation, on peut considérer le processus proprement révolutionnaire comme terminé à la fin de 1968. Donc l'épisode révolution culturelle en tant qu'épisode révolutionnaire, c'est 66-68 de façon centrale. Et enfin, en dernier, après justement 68, les longues luttes tortueuses et compliquées au sein du parti, jusqu'au coup d'État de 1976, qui, après la mort de Mao, rétablit le pouvoir de la droite du parti sous la direction de Deng Xiaoping. Voilà. Alors, ce que je vais faire, là, c'est simplement vous relire rapidement la chronologie et de la commenter point par point, de telle sorte que les éclaircissements, questions, commentaires se fassent dans le mouvement même de l'histoire de la séquence. Alors, d'abord, sur le point 1, je vous lis le premier paragraphe. Alors, préhistoire des sans-fleurs à la bande noire. En 1956, donc à peu près 10 ans après la prise du pouvoir par les communistes chinois, la campagne « Que sans-fleurs s'épanouissent ». En juin 1957, la campagne devient une violente dénonciation persécutoire des intellectuels droitiers, souvent qualifiés dans la suite de génies malfaisants. Lancement du grand bond en avant en mai 1958 et en août 1958 des communes populaires, et en août 1959, destitution de Peng Dehuai, ministre de la Défense, qui critique le mouvement de collectivisation, Lin Piao le remplace. Alors, comment commenter tout cela ? Lénine a dit une fois que la révolution est à l'ordre du jour quand ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner et que ceux d'en bas ne veulent plus obéir. C'est une condition nécessaire. Il n'a jamais dit qu'elle était suffisante. Mais enfin, elle est nécessaire. Alors, si on se demande ce qui s'est passé avant la révolution culturelle, on peut se demander, est-ce qu'on a eu affaire à ce genre de conditions ? Est-ce que ce genre de conditions s'est trouvé rassemblé dans la Chine des années 65-66, où le processus révolutionnaire va s'enclencher? Alors, comment se présentent les deux questions? Alors, la question, ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner. Comment elle se présente en Chine dans la fin des années 50 et le début des années 60? Eh bien, il y a, à mon sens, un processus progressif de division de la direction du Parti communiste, c'est-à-dire de division de la direction même de l'État chinois, qui, en effet, risque de paralyser progressivement la décision politique. Je mentionne d'ailleurs dans la chronologie 2 points. D'abord, la contradiction qui a marqué le mouvement dit des sans-fleurs, puisque que sans-fleurs s'épanouissent, c'était le titre, que sans-fleurs s'épanouissent, c'était un mouvement de libéralisation
de l'expression des opinions. C'est un mouvement qui s'adressait assez fondamentalement aux intellectuels chinois et qui leur disait qu'il fallait cesser d'être dans une espèce d'asthénie intellectuelle, qu'il fallait parler plus fortement, plus vivement, et qu'il n'y avait pas de péril à ce qu'il y ait une multiplicité de points de vue différents. Et puis, ça s'est soldé en réalité par une persécution dramatique de toute une série des intellectuels qui s'étaient justement manifestés. Alors ceci est interprété en général comme une ruse. C'est-à-dire que l'État chinois aurait dit dites ce que vous avez envie de dire, et puis comme ça, après, on pouvait prendre ceux qui avaient dit ce qui ne plaisait pas et les envoyer dans le désert. En vérité, je ne crois pas. Ce genre d'explication est toujours une explication après coup, n'est-ce pas, comme si les choses étaient calculées et complotées savamment par une poignée de dirigeants pervers. En réalité, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la contradiction soulevée par le mouvement des Sans-Fleurs s'est reflétée dans le parti lui-même. C'est-à-dire c'est une contradiction qui a finalement affecté, en effet, la direction de l'État quant à ce qu'elle pouvait être, cette campagne, ce qu'elle devait être et quelle pouvait être son orientation. C'est de là, en tout cas nettement, que datent les premières contradictions graves au sein de la direction du parti. Alors ensuite, beaucoup plus gravement, il va y avoir contradiction à propos du grand bond en avant et des communes populaires. Alors là, il faut voir de quoi il s'agit. La question qui a été posée à ce moment-là, c'est quelle est la voie possible du développement économique en Chine ? Comment allons-nous organiser, déployer, développer une économie de type nouveau et organiser le développement chinois? Une thèse a été, et ça avait été le cas en fait en Union soviétique, par l'imitation des méthodes capitalistes qui ont fait leurs preuves. C'était la voie en vérité dominante, la voie bureaucratique, fût-ce en employant des moyens de coercition extraordinaires, il faut obtenir la discipline d'usine, la productivité maximale, la concentration de la production dans les villes, la désertification progressive des campagnes, finalement procéder à une accumulation primitive, pour envoyer le vocabulaire marxiste, et une partie des cadres pensaient qu'il n'y avait pas deux manières différentes de procéder à l'accumulation primitive en fin de compte. Que bien qu'on soit dans les conditions de la propriété collective, l'accumulation primitive, c'était l'accumulation primitive. Ça consistait, en fin de compte, à faire venir des masses de paysans dans les villes et de les soumettre à la discipline de fabrique dans les conditions que l'on avait connues en Europe, notamment en Angleterre et en France, bien avant, au XIXe siècle. Le point de vue du groupe constitué par Mao et ses amis proches, et les gens qui étaient partenaires, était tout à fait différent. Il pensait que la construction de la production en Chine devait déjà intégrer des objectifs de type communiste et non pas être strictement économiste. C'est-à-dire que le but n'était pas d'obtenir les rendements maximums des opérations de production, mais le but était aussi de traiter et de résoudre dans le chemin productif ce qu'on appelait à l'époque en Chine les grandes contradictions. Alors, les grandes contradictions, c'était la contradiction entre agriculture et industrie, la contradiction entre les villes et les campagnes, la contradiction entre le travail manuel et le travail intellectuel, la contradiction entre les tâches de direction et les tâches d'exécution, et en définitive, la contradiction entre l'État et les masses. En fait, le programme communiste, alors là, tel que Marx lui-même le dessinait ou le formulait, c'était en effet qu'on devait traiter ou résoudre ce système des grandes contradictions et non pas s'installer à l'intérieur de ces divisions. Donc il fallait que le développement productif soit aussi quelque chose qui réduise l'écart à la fois de statut, de prestige, de réalité et de salaire entre le travail manuel et le travail intellectuel, qui fasse que le travail d'exécution ne soit pas complètement séparé du travail de direction, qui fasse qu'en un certain sens, on industrialise une partie de la campagne sur place, au lieu de créer et d'aggraver
ou de créer une contradiction énorme entre la ville et la campagne, etc., etc. Et aussi, en fin de compte, qu'on réduise la contradiction entre l'État et les masses, puisque l'objectif du communisme, c'était tout de même le dépérissement de l'État. Donc, la structure idéologique du Grand Bond en avant et des communes populaires était entièrement réglée sur la possibilité que ces principes fonctionnent, deviennent concrets à l'intérieur du développement économique lui-même. Ceci à échelle d'un pays gigantesque et dans lequel la paysannerie représentait, et de loin, la majorité de la population. Donc tel a été le principe même du développement à l'intérieur de la décision du Grand Bond en avant et des communes populaires. De même, il y a eu une querelle concernant l'armée. Ça touche à la contradiction entre l'État, l'appareil d'État et les habitants, les masses. Est-ce que l'armée devait conserver sa figure d'armée populaire? Elle s'appelait l'armée populaire de libération, c'était elle qui avait été la force principale de la victoire de la Révolution, ou bien est-ce qu'on devait s'orienter en rivalité avec l'Occident, avec le monde capitaliste, vers une armée professionnalisée, une armée technique, disposant des armements les plus perfectionnés, et finalement de plus en plus séparée, en réalité, de la population. Donc vous voyez, la querelle portait déjà, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, la querelle au sein du parti portait déjà sur est-ce que nous sommes là comme une force nouvelle de développement de la Chine sur le modèle ou le paradigme du développement capitaliste, et en un certain sens ça a été un peu le choix stalinien en réalité, ou bien est-ce que nous pouvons et nous devons trouver une voie de développement, expérimenter une voie de développement qui soit sous la règle que les grandes différences, inégalités et contradictions engendrées par le capitalisme soient traitées et résolues dans le cheminement même de ce développement. En particulier, le fait que Peng Dehuai, le chef de l'armée, ait été finalement disqualifié, était le résultat d'un conflit qui portait sur les deux points. Peng Dehuai était opposé au développement dans la figure maoïste, il était aussi partisan d'une modernisation accélérée de l'armée. Alors tout ça aboutit en septembre 1965 à une défaite de Mao Tse-tung que je résume là dans le deuxième paragraphe de cette partie 1. À partir de 1961, nombre de dirigeants du Parti communiste font un bilan négatif du volontarisme économique. Le comité central décide de réajuster les objectifs. Liu Shaoqi remplace Mao Tse-tung à la présidence de la République. Entre 1962 et 1966, on vend en Chine 15 millions d'exemplaires des œuvres de Liu contre 6 millions de celles de Mao, la concurrence littéraire, n'est-ce pas ? Et parution de la presse historique de Wuhan, vice-maire de Pékin, la destitution de Hai Zhuai, qui est une critique de la destitution de Peng Dehuai, et en septembre 1965, à une conférence du bureau politique, Mao demande et n'obtient pas la condamnation de Wuhan. Il se retire à Shanghai. On peut donc dire qu'en septembre 1965, la division du parti est consommée. La division du sommet du parti est consommée en bilan de l'ensemble de la période précédente. Que fait Mao? Alors ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister, qui est un peu narratif et révolutionnaire. Quand Mao est en difficulté au sein du Parti communiste, il s'en va. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Quand il a été en fait minoritaire au bureau politique dans les années 20, parce qu'il s'opposait à la ligne de l'insurrection urbaine et pensait que la révolution en Chine ne pouvait avoir lieu que dans les campagnes, et il est aussi parti. Il est parti dans les monts Xinjiang. Et dans les monts Xinjiang, il a constitué son groupe propre, son autonomie relative, tout en restant lié au parti. Et il a enquêté, c'est la fameuse enquête sur les paysans dans le Hunan, il a enquêté et il a développé les éléments d'une ligne indépendante, finalement, qui pouvait s'opposer à la ligne dominante du parti. Alors là, c'est pareil, il s'en va à Shanghai. Alors, c'est ce qu'il va faire à Shanghai qui occupe le point 2 dans ses préliminaires.
Alors, en collaboration avec Yang Xing, femme de Mao, Yao Wenyuan publie à Shanghai un article très violent contre Wuhan et visait le maire de Pékin, Peng Cheng, tenu pour le chef d'une bande noire. En janvier-février 1966, il y a constitution pour juger le cas d'un premier groupe de la révolution culturelle du comité central, paradoxalement sous l'autorité de Peng Cheng. Ce groupe dit des 5 diffuse les thèses de février, fort anodines, qui tendent à limiter la critique. Donc, je commenterai ça tout à l'heure, j'intègre le point B. Cependant, un autre groupe se constitue à Shanghai, sous l'égide de Lin Piao et de Yang Xing, qui tient une discussion sur les activités littéraires et artistiques dans l'armée. Texte transmis à la commission militaire du comité central, organe de la plus haute importance, la division du parti semble consommée. Alors, vous voyez, cette division du parti, qui va être le cadre ou l'horizon de la révolution, qui n'a pas encore éclaté en tant que révolution, au point où nous en sommes, cette division du parti prend la forme de l'existence de 2 groupes disjoints. Un premier groupe officiel, désigné par le comité central comme groupe de la révolution culturelle. Ce premier groupe est en fait composé de ceux-là même qui ont été dénoncés ou attaqués par les maoïstes de Shanghai. Notamment Peng Cheng, personnage considérable, qui était maire de Pékin, préside justement la commission chargée de faire le bilan de la situation. De l'autre côté, à Shanghai, un groupe en quelque manière séparé, dissident, en liaison avec Mao, se constitue qui va développer sa propre ligne, sa propre façon de voir, sa propre façon de faire, et l'affaire va prendre le tour suivant. Le groupe de Pékin va déclarer que ce qu'il faut, c'est des petites réformes et transformations idéologiques innocentes. Le groupe de Shanghai va raidir la situation et il va s'installer en particulier dans les luttes idéologiques dans l'armée. Ça, c'est quelque chose d'extraordinairement chinois, n'est-ce pas ? On va arriver à un moment où l'armée chinoise à Shanghai est prise à témoin du fait qu'il faut à tout prix moderniser l'opéra de Pékin. Et d'une certaine façon, cette position, ce débat sur l'opéra de Pékin peut être considéré comme une des origines de ce tumulte extraordinaire qu'a été la révolution culturelle. Ça ne rappelle en Europe que la manière dont certaines représentations des opéras de Verdi ont contribué au Risorgimento italien ou à l'indépendance de la Belgique. Finalement, c'est la façon dont l'opéra se mêle aussi des affaires de l'État à sa façon. Mais là, c'est tout à fait singulier et tout à fait fort. Et donc, nous avons 2 polarités, et ces 2 polarités vont entrer en contradiction, vont entrer en conflit. Alors ça, c'est le point C, qui est une date décisive. En mai 1966, réunion élargie du bureau politique, domination d'un nouveau groupe de révolution culturelle du comité central, dénonciation véhémente du groupe Peng Cheng dans un document fondamental pour toute la suite, document connu sous le nom de circulaire du 16 mai. Il faut, dit le texte, critiquer les représentants de la bourgeoisie infiltrés dans le parti, le gouvernement, l'armée et les milieux culturels. Le 25 mai, 7 étudiants de l'Université Peïta attaquent dans une affiche en grand caractère le recteur de l'université, véritable début de la mobilisation étudiante. Alors je vous lis ce point-là jusqu'à la fin parce qu'il est la dialectique centrale de la révolution culturelle. Alors Mao quitte Pékin, il ne souhaite plus. Les autorités droitières envoient dans les universités des groupes de travail afin de contrôler le mouvement. Entre fin mai et fin juillet, période dite des 50 jours, où domine l'encadrement brutal des universités par ces groupes de travail. Le 18 juillet, Mao rentre à Pékin, abolition des groupes de travail. Mao soutient publiquement l'affiche contestataire de l'université Peïta. Et du 1er au 12 août se tient une session du comité central, élargie à des révolutionnaires venus du monde étudiant. La ligne maoïste obtient dans ces conditions une courte majorité pour ce qui restera la charte politique de la Révolution, la déclaration en 16 points. Il y est dit en particulier, dans la grande révolution culturelle prolétarienne, les masses ne peuvent que se libérer par elles-mêmes et l'on ne peut en aucune façon agir à leur place.
C'est dire qu'on ne réprimera pas les initiatives des groupes étudiants. Et Mao apparaît dans la foule le 9 août. Alors, ce moment-là, ce moment qui va de mai à août 66, c'est un moment absolument capital. Et il faut bien en comprendre la structure parce qu'elle va résonner, retentir sur toute la suite. En réalité, la division de la direction du parti va être traitée d'une manière totalement inédite. Il y a là une invention politique à laquelle il faut prêter la plus grande attention. La division de la direction du parti, ce n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire des mouvements communistes. Staline a constamment traité des problèmes de division de la direction du parti, et il les a traités par une voie terroriste frontale, comme nous le savons. Il a en fait emprisonner, tuer, fusiller les adversaires successifs, potentiels ou réels, de la ligne qui était la sienne dans le parti. Et donc, la division du parti a été traitée, c'est l'héritage stalinien, a toujours été traité par des procès, des évictions, des exclusions et des mises à mort. Et c'est comme si, d'une certaine façon, le parti devenu État était paralysé sur lui-même, de telle sorte qu'un conflit interne n'avait pas de solution autre que l'élimination d'un des camps en présence. Et ça, c'est un bilan qu'il faut faire du parti État. Si le parti révolutionnaire se confond, fusionne avec l'État, on a cette situation qu'on peut appeler la situation stalinienne, dans laquelle l'affrontement des dirigeants est tel qu'il n'y a pas d'autre solution que les méthodes terroristes, les procès, pour que soit réglé cet affrontement qui n'a pas d'espace politique ouvert, qui n'a pas d'espace populaire, qui n'a pas d'espace de masse. Alors, l'idée que Mao va mettre en scène à ce moment-là, c'est au fond de porter ce différend dans les masses elles-mêmes, de porter ce différend chez les gens. C'est-à-dire d'installer cette contradiction, non pas dans l'espace fermé et éventuellement policier et terroriste du parti État, mais de le porter sur la scène publique. Dans une formule célèbre qu'il aura au moment d'une de ses rencontres, de ses apparitions en public devant les gardes rouges rassemblés par centaines de milliers, il leur dira simplement ceci: mêlez-vous des affaires de l'État. Alors, mêlez-vous des affaires de l'État, c'est une phrase comme ça, c'est une phrase dont on voit bien que la vertu révolutionnaire est extrême, parce qu'elle convoque les gens à se mêler directement des affaires de l'État, à intervenir directement sur la division du parti, et c'est par conséquent le dos tourné à la voie stalinienne. Ça, c'est un point très important. Ce n'est pas du tout la continuation de Staline, comme on le dit et comme on le répète partout, mettant tout ça dans le même sac, parce que de toute façon, on ne va pas y regarder de près. C'est une contradiction explicite avec la voie stalinienne de construction de l'État socialiste, puisqu'il s'agit qu'une question interne au parti soit immédiatement discutée et portée à échelle de masse. Pour ce faire, Mao commence par partir, donc à indiquer quasiment physiquement qu'il se sépare de la question du parti. Il crée une dualité comme ça, géographique et institutionnelle, et puis il revient lorsque, d'une certaine façon, les signes sont là que quelque chose va effectivement se passer dans les masses. Alors ces signes, on les connaît, c'est au fond la rébellion de toute une série des étudiants contre les groupes de travail. Alors les groupes de travail, c'était tout simplement la tentative des hiérarques du parti de rétablir l'ordre dans les universités. C'est-à-dire, sous le nom de révolution culturelle, d'empêcher qu'il y ait quelque révolution que ce soit. Ils ont donc envoyé des groupes qui ont systématiquement soutenu dans les universités les fils de cadres. Alors, cette question est très importante, n'est-ce pas ? Cette question de savoir si on est un bon révolutionnaire parce qu'on est un fils de révolutionnaire, ou si on est un bon révolutionnaire parce qu'on fait la révolution. C'est une chose qui va diviser les gardes rouges tout du long, et entre la vision héréditaire de la vertu politique et sa vision pratique. Sur ce point, d'ailleurs, il reviendra, mais sur ce point, je rappellerai que Mao, dans des textes datant des années 20, se pose la question de savoir ce qu'est le prolétariat, c'est-à-dire ce qu'est le sujet de la révolution.
Et la conclusion, tout à fait singulière mais absolument subjective, c'est que le prolétariat est constitué par l'ensemble des amis de la Révolution. Alors, cette définition est tout à fait spéciale. Le prolétariat, ce n'est pas les forces productives, c'est pas, etc. Le prolétariat, c'est finalement la subjectivité révolutionnaire elle-même. Et donc tous les amis de la Révolution composent le sujet révolutionnaire. Là, c'est la méthode utilisée. C'est-à-dire contre les groupes de travail qui essaient de rétablir l'autorité des cadres et des fils de cadres, on va soutenir la voie selon laquelle c'est ceux qui sont réellement animés de l'esprit révolutionnaire qui peuvent composer la gauche du mouvement. Lorsque Mao revient, il y a la circulaire de mai 66, et puis en juillet, il va y avoir la décision du comité central. Alors, je voudrais qu'on pense une seconde le rapport entre ces deux textes comme étant la figure organique du nouveau dans cette affaire. Je vous dis, le nouveau, c'est véritablement que dans un État socialiste, la contradiction soit traitée dans l'élément de la mobilisation des masses populaires et pas dans l'élément des règlements de compte secrets et procéduriers du parti. Là, ça va se présenter de façon très claire dans deux textes. La circulaire de mai 66, c'est une bascule de l'État-parti vers le mouvement. C'est l'indication qu'on ne va pas régler cette question par les groupes de travail, dissolution des groupes de travail, on va la régler par l'encouragement aux initiatives spontanées qui se sont manifestées, notamment par la première grande affiche en grand caractère, affichée dans l'université de Pékin par une militante, une femme d'ailleurs dans les circonstances, une militante révolutionnaire. Et il est très important que Mao ait donné son aval personnel à cette affiche. Ça, c'est les gestes symboliques à la chinoise, n'est-ce pas? Mao a dit « cette affiche est magnifique » et il l'a soutenue ardemment. Les cadres du parti en ont été extrêmement inquiets. On a la réaction de Chény, qui était le ministre des Affaires étrangères, et qui a dit « ça, c'est encore un coup du vieux ». Et c'était un coup du vieux. Un coup du vieux en direction des jeunes. Donc la circulaire de mai 66 fait basculer la décision d'État du côté du mouvement. Et puis en juillet, alors, on a une officialisation par une réunion du comité central, réunion entre nous du comité central assez suspecte du point de vue de la légalité du parti, parce qu'elle était un peu truffée de révolutionnaires. Ce n'était pas une assemblée tout à fait convenable, cette assemblée du comité central, elle était un peu bizarre. Et dans cette assemblée a été vraiment fixée ce qu'on peut appeler la charte de la révolution culturelle, la déclaration en 16 points. Et la déclaration en 16 points, c'est d'une certaine manière aussi le retour du mouvement vers les instances dirigeantes. Et il y a eu les deux mouvements. La circulaire de mai, c'est les instances dirigeantes fermées déclarant qu'elles vont s'appuyer sur la réalité du mouvement, et la circulaire du comité central, enfin, la déclaration en 16 points du comité central, c'est le moment où le parti, représenté par son organe suprême, le comité central, valide officiellement l'existence du mouvement de masse par la déclaration que je vous ai lue. C'est-à-dire, les masses ne peuvent que se libérer par elles-mêmes et l'on ne peut en aucune façon agir à leur place, qui va donner carrière à ce moment-là à l'ensemble des développements du mouvement de masse. Ce qui nous fait entrer dans la troisième période, la période garde rouge. Autorisée par le comité central, il y a une levée formidable de centaines de milliers, de millions de jeunes dans la Chine, progressivement tout entière, d'abord dans les universités à Pékin, puis finalement dans l'ensemble du pays. Et comme ils ont liberté d'agir, comme on a même mis à leur service les transports publics, ils peuvent prendre les trains et se rendre, faire des échanges d'expériences dans d'autres régions, vous imaginez qu'on a là un élément de démocratie massive du mouvement de la jeunesse sans précédent, à mon sens, sans précédent. Il va y avoir des milliers de journaux différents, il va y avoir partout des millions d'affiches en grand caractère,
il va y avoir des rassemblements gigantesques, il va y avoir des manifestations qui dureront des nuits entières, il va y avoir des inventions de toutes sortes. Il va y avoir un fourmillement à côté duquel même le soulèvement étudiant de mai 68 dans notre pays apparaît comme très restreint, très limité. Il faut quand même voir cet aspect parce que si l'on veut savoir ce que peut être une démocratie de masse, une démocratie de mouvement, là on l'a à l'état le plus déployé, le plus abondant, le plus varié, le plus extraordinaire qui soit. Alors je le lis à partir du 20 août 66, venus des établissements scolaires universitaires, des groupes activistes de garde rouge se répandent en ville afin de, citation, détruire de fond en comble la pensée, la culture, les mœurs et les costumes anciennes. Certains de ces groupes sont souvent composés de fils de cadres droitiers qui en rajoutent dans la violence inutile. Succession d'immenses rassemblements de garde rouge à Pékin, suite en particulier au droit qui leur est accordé de circuler gratuitement dans les trains pour de larges échanges d'expériences. Critique de Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, tenue pour les deux dirigeants de la droite conservatrice, par affiches, tracts, caricatures, petits journaux, etc. Et à partir de novembre, premiers incidents politiques liés à l'intervention des gardes rouges dans les lieux de production, et les anti-maoïstes utilisent les syndicats officiels et certaines milices paysannes contre les révolutionnaires qui eux-mêmes commencent à se diviser en groupuscules. Violence ici ou là. Donc cette période est la période du mouvement de masse, et on peut en voir très bien à la fois la puissance et la versatilité, la puissance et la limite. La puissance, c'est évidemment que se produit une sorte de politisation de masse sans précédent. Sans précédent. Précisément parce qu'il y a eu cette espèce d'échange, de compénétration entre une fraction du parti, en tout cas, et la mobilisation de masse, et que la mobilisation est validée par le parti en même temps qu'elle l'alimente. Donc ce n'est pas simplement que les gens se sont soulevés contre quelque chose, c'est plus complexe et plus nouveau. Les gens sont mobilisés, mais ils sont mobilisés sur un fond de politisation qui les rapporte aussi à une fraction de l'organisation existante, du parti, et nous n'avons donc pas exactement deux termes, mais nous en avons au moins trois. C'est-à-dire que nous avons le parti, mais comme instance divisée, et le mouvement qui va lui aussi se diviser en fonction de ses référents ou de ses composantes politiques. Alors ça va être assez vite la limite du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement va refléter, et pas seulement contester, les divisions du sommet du parti-État, et en particulier, il va y avoir une espèce de division originaire du mouvement des jeunes entre ceux qui ont comme critère la filiation révolutionnaire et ceux qui ont comme critère la participation, l'invention, la créativité révolutionnaire. De là que, d'un bout à l'autre de la révolution culturelle, ce qu'on a appelé garde rouge reflète non pas une unité mais une division. Je dis ça parce que nous, en Occident, quand on parle les gardes rouges, ça apparaît comme une bande de jeunes qui dévastent tout, etc. Si on regarde de près, c'est évidemment pas du tout ça, et c'est pas du tout ça, en particulier parce qu'il y a une division primordiale du nom même de garde rouge entre ceux qui tentent de pratiquer, de soutenir les innovations proposées par le groupe maoïste et ceux qui sont des groupes qui, sous couvert d'agitation révolutionnaire, essaient de prêter main forte au cadre du parti, très souvent réticents à tout ce qui se passe et bousculés par les événements. De là que les groupes passeront leur temps à se battre et à s'insulter, et qu'ils déclareront toujours que l'autre agite le drapeau rouge contre le drapeau rouge, invoque Mao Tse-tung contre Mao Tse-tung, et qu'on aura ainsi une espèce de division sous-jacente devenue progressivement de plus en plus violente. Une partie des violences de la révolution culturelle, ce sont les affrontements entre groupes de révolutionnaires. Affrontements entre groupes de révolutionnaires qui ont pour enjeu la question de savoir quelle révolution est en cours. De quoi s'agit-il ? S'agit-il de consolider le régime,
de lui donner une nouvelle énergie, une nouvelle force, ou s'agit-il au contraire de trouver des voies de cheminement, de sortie et de développement entièrement originales? Du coup, dans cette division, dans cette exacerbation, il va y avoir évidemment des excès, des débordements, la jeunesse étant en partie abandonnée, en même temps qu'exaltée, par une sorte de solitude politique, en dépit de son lien indirect ou direct à la fraction de gauche ou à la fraction de droite du parti. Alors, c'est là, c'est à partir de janvier 67, quand cette période commence à s'achever, c'est là que va se produire l'événement, évidemment, le plus important de la révolution culturelle, c'est-à-dire l'entrée en scène des ouvriers. Alors, je vous lis. Les autorités conservatrices en place à Shanghai provoquent des troubles en encourageant toutes sortes de revendications économistes en milieu ouvrier, précisons en milieu ouvrier, contre évidemment l'agitation de type garde rouge de gauche, grève des transports et chasse aux groupes étudiants. En janvier 67, un ensemble de gardes rouges et de rebelles révolutionnaires ouvriers qui ont formé des comités d'usine, appuyés par une partie de l'armée, prennent le pouvoir en occupant les bâtiments administratifs, les moyens de communication, etc. Ils renversent le comité du parti, en fait le comité du parti s'en va, abandonne la place, et décide de former la commune de Shanghai, en référence explicite à la commune de Paris. Les étudiants révolutionnaires participent, avec les ouvriers révolutionnaires, à la remise en route du port et, au fond, établissent un nouveau pouvoir à Shanghai. Alors, cet épisode est évidemment absolument fondamental. On peut dire que la commune de Shanghai a été la structure enfin trouvée de ce qu'aurait dû être ou pu être la révolution culturelle dans son ensemble, qui n'a été en réalité pleinement accomplie dans ses fondements et ses objectifs qu'à ce moment-là. C'est pourquoi c'est elle, la commune de Shanghai, qui est l'objet des études les plus nombreuses, les plus précises et des discussions les plus vives. En vérité, pourquoi est-ce une structure enfin trouvée? Parce que elle remplit, cette commune de Shanghai, 3 conditions politiques que nous devons retenir, je pense, comme des leçons universelles de l'époque, de notre temps. Premièrement, il n'y a de possibilité d'un mouvement de masse réellement politique, au sens plein du terme, que dans la figure d'une alliance, d'une liaison pratique et effective entre intellectuels et masse populaire. C'est une condition sine qua non. C'est-à-dire la séparation des deux, les mouvements séparés de la jeunesse éduquée d'un côté et des ouvriers ou salariés de l'autre, c'est une impasse politique. Donc la révolution culturelle n'est devenue révolution, au sens plein du terme, qu'au moment où, à Shanghai, s'est trouvé rendu possible une liaison de masse solide et effective entre les groupes de gardes rouges d'un côté et les rebelles ouvriers de l'autre. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, qui a été remplie aussi à Shanghai, c'est que, comme garantie de cette unité, il est nécessaire qu'il existe quand même un certain nombre de cadres politiques expérimentés qui veillent à son maintien, qui veillent à sa continuation, qui empêchent la division de se rétablir, les concurrences personnelles de l'altérer, etc. Il faut donc que le point dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire cette connexion entre une partie de l'organisation politique révolutionnaire communiste et le mouvement de masse, trouve une forme stabilisée, quelle que soit cette forme, de façon à ce que quelques cadres expérimentés, quelques cadres communistes expérimentés, puissent tenir la situation dans ses aspects contradictoires, en un certain sens. Parce que, effectivement, au départ, entre les groupes de gardes rouges et les groupes de rebelles ouvriers,
il y a des discordances. Il y a des discordances subjectives, il y a des discordances objectives, mais il y a des discordances. Et il faut qu'un état-major puisse se constituer qui traite cette contradiction au sein du peuple, dira Mao, de façon à en faire une énergie politique nouvelle, au lieu d'en faire un obstacle au développement du mouvement. Ça, c'est la deuxième condition. Il s'est trouvé qu'elle a été remplie à Shanghai, en particulier par l'apparition dans le mouvement lui-même d'un cadre remarquable, il faut bien dire, en la personne de Shang Chunxiao. Shang Chunxiao, qui est sans doute la personnalité politique qui a émergé le plus vivement de la révolution culturelle et qui a réussi, dans des épisodes successifs très compliqués, on va avoir le temps de parler ici, à traiter l'unité de la commune de Shanghai. Alors, un des aspects, et c'est sans doute la troisième condition, c'est que soient inventées des pratiques. C'est-à-dire que cette union doit montrer sa capacité, aux yeux de tous, à inventer des pratiques nouvelles. Et là, la pratique nouvelle première qui a été inventée, ça a été la mise en commun de la force de travail ouvrière et de la force de travail des jeunes pour remettre en route l'économie de Shanghai. Parce que ce que la droite avait tenté de faire pour bloquer le mouvement avait entraîné une paralysie complète de la vie industrielle et portuaire de Shanghai pendant des semaines et des semaines. Et une des décisions de la commune de Shanghai a été que les étudiants participeraient à égalité avec les ouvriers à la remise en route de la machinerie productive de la ville. Et cela a donné à l'ensemble des habitants de Shanghai un spectacle qui était, à leurs yeux, exaltant et formidable. Ils ont vu cette alliance se constituer, non pas seulement formellement, non pas simplement pour se partager des sièges de pouvoir, mais se réaliser effectivement dans la remise en route, tout à fait réalisée, tout à fait effective, de l'appareil productif de Shanghai et de son port, de telle sorte que la figure de l'alliance avec les jeunes, au lieu d'avoir un aspect purement idéologique et d'entraîner une suspicion populaire à l'égard de l'excitation de tous ces jeunes, est devenue, a pris la figure d'une force disciplinée, active et productive. Donc ça, c'est tout à fait remarquable parce que ça nous indique à la fois, je pense, les nécessités révolutionnaires du moment et les conditions, à vrai dire, assez drastiques pour que ceci puisse fonctionner autrement que comme une expérience provisoire et sans issue. Et vous voyez, finalement, il s'agit de la liaison composite de forces sociales hétérogènes qui réalisent leur unité politique. Il s'agit qu'il y ait la possibilité que tout ce monde-là puisse traiter de façon effective et inventive les contradictions qui existent entre eux. Et il s'agit que des pratiques nouvelles soient inventées qui vont servir pour le grand public, pour l'audience, pour la ville tout entière, de représentation pratique de la force nouvelle qui est en train de se constituer là. Alors, après cela, n'est-ce pas, ayant en effet l'idée que là s'est constitué un paradigme révolutionnaire nouveau, va se généraliser le processus des prises de pouvoir à l'égard de la commune de Shanghai, dans d'autres provinces, d'autres villes, d'autres institutions. Partout va être à l'ordre du jour la prise de pouvoir. Les prises de pouvoir, je vous lis, les prises de pouvoir se généralisent dans tout le pays à partir de février 67. La politisation très inégale fait que la mise en place des nouveaux organes de pouvoir est anarchique et précaire, tendance gauchiste à destituer et juger tous les anciens cadres, ou au contraire manipulation par des cadres conservateurs, souvent appuyés par l'armée, de groupes révolutionnaires plus ou moins bidons. Donc, vous voyez, là, on est dans une nouvelle difficulté. Cette difficulté, c'est à quelles conditions une expérience locale réussie peut être généralisée. Ça, c'est une question très importante de la politique sous toutes ses formes et de la politique révolutionnaire exemplairement. À Shanghai, le système des conditions a été réuni et on voit que la production et la production de la situation concrète est très réelle. Soit dit en passant, Shanghai est notamment une des villes où
il y a eu le moins d'incidents violents, le moins de victimes, le moins de morts. Entre la réussite politique et, si je puis dire, l'économie en violence inutile, il y a un rapport direct. Et c'est une leçon, ça aussi, très importante. Mais à quelles conditions ceci peut-il être généralisé? C'est ça la question. Or, au fond, nous le savons, et je vous l'ai dit, c'est si les conditions qui ont prévalu à Shanghai peuvent prévaloir ailleurs. Et il s'est trouvé que dans l'écrasante majorité des situations hors Shanghai, ces conditions n'ont pas été réellement réunies. Elles n'ont pas été réellement réunies, en particulier parce que l'écrasante majorité des cadres politiques expérimentés issus du parti ont soutenu la voie de droite. C'est-à-dire ils ont en réalité saboté le mouvement, ils ont recruté dans leur rang les groupes étudiants les plus réactionnaires, les groupes de fils de cadres, les groupes qui étaient conservateurs finalement. Ils ont fait un appel récurrent à l'armée pour stabiliser la situation. Et donc, il y a eu là une sorte de prix payé à l'inertie bureaucratique. Alors ça, c'est un point tout à fait important aussi. Parce qu'au fond, ce qui se passe quand le parti fusionne avec l'État, c'est que toute une série de cadres subalternes du parti prennent une mentalité de fonctionnaires conservateurs. Et le remuement de ça, la difficulté à mettre ça en mouvement est considérable parce que, d'une certaine façon, c'est eux qui sont en position de défendre quelque chose. Ils ont une position défensive. Quand il s'agit d'inventer la manière nouvelle dont le parti va se situer en relation avec le mouvement de masse, cette inertie est évidemment très rapidement non seulement négative, mais contre-révolutionnaire de façon active. Si bien que la commune de Shanghai n'a pas pu devenir, n'a pas été vraiment, sauf dans quelques endroits particuliers, dont on a d'ailleurs des monographies tout à fait intéressantes, mais sauf dans quelques endroits, elle n'a pas pu devenir un paradigme véritable. Alors, pour aller plus loin, il faut avoir le panorama général de cette situation présent à l'esprit. Vous avez une agitation très violente de prise de pouvoir, d'occupation des bâtiments publics, d'installation de comités nouveaux, etc., dans tout le pays. Ce processus se réclame plus ou moins de la commune de Shanghai, ou du comité révolutionnaire de Shanghai, parce que le nom va changer, mais en réalité, les conditions n'étant pas réunies, ce qui se réalise, c'est finalement une nouvelle figure du pouvoir local traditionnel. Il y a une nouvelle figure du pouvoir du parti tel qu'il existait avant, avec le système de ses cadres, et en particulier le recours de plus en plus systématique à la force militaire pour contraindre le mouvement à accepter cette espèce d'arrêt, comment dirais-je, de stagnation nouvelle du mouvement. Alors, j'accélère un peu là, parce que d'une certaine façon, vous lirez ce qui suit dans le mouvement, mais ça n'a plus pour nous un intérêt d'universalité forte. C'est plutôt la façon dont va s'organiser, au-delà de cet échec de l'expansion du paradigme de la commune de Shanghai, le retour à l'ordre établi du parti sous une forme à peine modifiée par rapport à ce qui avait suscité la levée de Mao, des maoïstes, des jeunes, puis des rebelles révolutionnaires contre lui. En fait, disons simplement ceci, le point crucial a été atteint quand les prises de pouvoir dans certaines régions sont apparues comme susceptibles d'entraîner une division de l'armée. C'est-à-dire que l'armée a été très souvent amenée à intervenir dans les situations d'affrontement, et une partie des cadres militaires, comme vous l'imaginez, n'étaient pas des progressistes bon teint. C'est assez rare que l'armée puisse être le point d'appui numéro un des forces révolutionnaires dans un pays quelconque, même socialiste. Donc l'armée a prêté souvent main forte aux cadres anciens. Il y a eu des répressions très énergiques dans certains cas, très violentes, très meurtrières,
des groupes révolutionnaires qui voulaient passer outre, et petit à petit, le risque d'une guerre civile ouverte, si l'armée se défaisait, se désunifiait, est apparu comme un spectre dont la politique ne pouvait pas s'emparer, que la politique n'arrivait plus à traiter. Et le point de cristallisation, c'est l'incident de Wuhan, dont il est question là. L'incident de Wuhan, c'est pour vous donner un exemple de ce qui s'est passé à ce moment-là. À Wuhan, le général commandant la place soutenait ouvertement la ligne réactive, la ligne de restauration de l'ordre, la ligne droitière. Il soutenait les groupes de gardes rouges qui étaient sur cette orientation. Je vous rappelle que les gardes rouges signifient une division et non pas une unité. Et Mao lui-même, accompagné d'un jeune dirigeant un peu ultra-gauchiste qui s'appelait Wang Li, s'est rendu à Wuhan. Et dans la nuit, sans qu'on se connaisse en entière tous les détails, Wang Li a dû s'enfuir à travers champs poursuivi par des militaires. Mao, on ne sait pas ce qui s'est passé, en tout cas on n'y a pas touché, mais le risque semble avoir effleuré sa personne même. Et dans ces conditions, on a renvoyé une autre partie de l'armée, encercler Wuhan, entrer dans Wuhan, réprimer ceux qui avaient fait ça, etc. Mais on est passé à deux doigts d'un épisode absolument dramatique de dislocation de l'armée et du pays lui-même. Voilà. Alors cet incident de Wuhan est très important parce que, au fond, il réunifie en partie tout le monde autour de l'idée qu'il est nécessaire maintenant de reconstruire l'État, de le mettre à l'abri d'une guerre civile déchaînée, et que, en un certain sens, l'expérience révolutionnaire est terminée en tant que telle. Alors, je passe donc sur les péripéties de cette restauration, et je voudrais conclure sur les leçons principales que nous pouvons nous tirer de tout cela. Alors, je le ferai en quelques points. D'abord, je pense que ce que la révolution culturelle montre, c'est ceci. L'organisation de type parti communiste a fait ses preuves, il faut bien le dire, pour la prise du pouvoir. Quand elle a été liée aux ouvriers, elle a vaincu en Russie, et quand elle a été liée aux paysans, elle a vaincu en Chine. Après tout, aucune victoire globale de cette ampleur n'a existé depuis. Ça, c'est un fait. Ce qui est venu après l'effondrement de ces tentatives, sur lequel je vais revenir, des tentatives initiées par ces prises de pouvoir victorieuses, ce qui est venu après ces tentatives, nous le connaissons bien. C'est, et ça demeure, ce qui en était l'ennemi principal, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé. C'est la situation géopolitique à son niveau le plus abstrait. Alors, ça nous amène au deuxième point. Il semble bien, au vu de tout cela, que l'organisation de type parti communiste, classique, telle que connue, après la prise du pouvoir, opératoire pour la prise du pouvoir, mais après la prise du pouvoir, n'a pas pu créer un processus d'émancipation de longue durée. Alors, c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Pourquoi ce qui s'était montré dans une alliance organisée avec les ouvriers victorieux, alors que la Commune de Paris et que les insurrections ouvrières précédentes avaient toutes été écrasées dans le sang, qu'est-ce qui a fait que les révoltes paysannes, traditionnellement vouées à l'anarchie et à la défaite, avaient vaincu dans la forme disciplinée de l'armée rouge communiste? Qu'est-ce qui fait que cela, à l'épreuve de quelques décennies, d'un temps assez court,
n'a pas pu, n'a pas su, n'a pas réussi à créer un processus d'émancipation de longue durée. Et non seulement n'a pas créé un processus d'émancipation de longue durée, mais comme nous le savons, a échoué au prix, en plus, de violences considérables. Alors, je crois que ce que la révolution culturelle montre, même si on pouvait le soupçonner abstraitement, mais ce qu'elle montre dans son existence même, c'est que le point critique, c'est évidemment la fusion complète du Parti communiste avec le pouvoir d'État. C'est la création d'une entité en réalité nouvelle par rapport au parti révolutionnaire, qu'est le parti État. Le parti indistinguable de l'État. Alors, disons les choses comme elles sont, ce parti État, il a brisé pendant un temps le régime ancien de propriété. Ça, c'est quand même vrai, il l'a fait. Il a, en un certain sens, brisé la domination du capital privé. Ce qui est une condition nécessaire à l'émancipation de la société. On ne peut pas imaginer une société qui s'émancipe alors qu'elle reste livrée au calcul de l'intérêt privé d'une petite oligarchie. Non. Donc, ce n'est pas au nom de l'échec et de la terreur inutile que ces régimes ont déployé que nous pouvons rejeter le fait que briser le régime de propriété et briser la domination du capital privé sont des conditions nécessaires. Mais ce que prouve tout cela, révolution culturelle comprise, c'est que cette condition n'est aucunement suffisante. Elle n'est aucunement suffisante pourquoi ? Parce que les tâches fondamentales du communisme ne se réduisent nullement à changer le régime de propriété. C'est ça le point qui n'a pas été traité, aperçu, ou en tout cas rendu politiquement visible dans l'expérience stratégique de ce qu'on appelle les États socialistes. Parce qu'en réalité, quelles sont les tâches essentielles du communisme ? Eh bien, c'est d'abord la réduction des grandes contradictions, c'est-à-dire la réduction de la contradiction entre travail manuel et travail intellectuel, la réduction de la contradiction entre tâches de direction et tâches d'exécution, la réduction de la contradiction entre les villes et les campagnes. C'est aussi s'orienter vers une vision égalitaire des revenus, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, c'est la réduction ou l'écrasement de toute figure de la hiérarchie des salaires, pour ne rien dire évidemment des disparités de fortune que le monde capitaliste établit. C'est la démocratisation de la gestion à tous les niveaux de l'appareil productif, de l'appareil intellectuel, etc. Et c'est le dépérissement de l'État comme figure séparée, comme pouvoir séparé. C'est ça, ce sont les tâches du communisme. Et c'est à propos de ces tâches que Mao a eu un mot essentiel que la révolution culturelle exprime pour la première fois dans l'histoire. C'est que sans mouvement communiste, il ne peut pas y avoir de communisme. Alors que signifie cette phrase ? Elle signifie qu'il n'est pas vrai que le parti État, puisse être comme tel en charge de la réalisation du communisme. Et c'est bien ce qui a été montré par l'histoire et par la contre-tentative qu'était la révolution culturelle. La révolution culturelle a été hantée par le motif du communisme, précisément comme motif de masse. Et elle était la critique vivante de l'idée que le parti État était par lui-même capable non seulement d'exercer le pouvoir, de transformer le droit finalement, de transformer la figure juridique de la propriété. Ça, il était en état de le faire, mais il n'était pas en état d'assumer les tâches effectives du communisme en tant que tâches de reconstruction d'une société émancipée différente. Et alors, tout cela, la révolution culturelle prolétarienne l'a discuté à très grande échelle, comme tous les documents le montrent, et
elle a localement tenté d'en amorcer la réalisation. Et au fond, la révolution culturelle, c'est, je le pense, l'ultime révolution, au sens où la question de la réalisation du communisme n'est pas une question révolutionnaire au sens classique du terme. C'est-à-dire, elle ne se réduit pas à la question de la saisie d'un pouvoir. La révolution culturelle le montre très bien, elle a tâtonné là-dessus, elle a expérimenté, elle a essayé. Si vous prenez la commune de Shanghai, oui, c'est une prise de pouvoir, mais ce n'est pas ça qui constitue son essence. Ce n'est pas d'avoir pris le pouvoir. D'ailleurs, on a bien vu que quand après, ils ont cherché à prendre le pouvoir partout, ça s'est finalement perdu dans les sables. Ce n'est pas la question de la prise du pouvoir. Bien sûr, elle est nécessaire, mais elle n'est absolument pas la tâche communiste par excellence. La tâche communiste par excellence, c'est le processus réel de résolution des grandes contradictions, de dépérissement de l'État, de démocratisation de la gestion, etc. Et alors, en fin de compte, je pense que de la révolution culturelle, nous pouvons tirer un certain nombre, je ne dirais pas de directives, ça serait vraiment vous appeler à quelque chose que je ne serais pas moi-même en état de réaliser, mais un certain nombre de leçons comme ça à réfléchir, une sorte de sagesse finalement. Cette révolution extrêmement violente, anarchique et confuse délivre, me semble-t-il, une sagesse du siècle qui vient. Premièrement, une politique d'émancipation, politique communiste, elle exige absolument que l'État soit confronté sur toutes les questions à des actions et des libérations de masse. C'est-à-dire que l'État ne peut pas à aucun moment être considéré comme une figure autosuffisante du déploiement de l'émancipation elle-même. Ça a été prouvé négativement par le stalinisme, mais en un certain sens positivement par la révolution culturelle, qui a montré qu'en effet, il fallait se mêler des affaires de l'État. Et les militants de la révolution culturelle se sont mêlés des affaires de l'État, à leurs risques et périls, mais ils se sont mêlés des affaires de l'État. Ils ont soumis l'État à une situation de délibération massive constante, d'action de masse constante, et l'État était en quelque sorte dans le profil général d'une réelle dictature populaire, prenez dictature en son sens le plus générique. Une dictature, c'est-à-dire une surveillance de masse. Et c'était bien la pensée de Mao. C'était bien la pensée de Mao, et très tôt. Je voudrais rappeler que dès les années 20, Mao Tse-tung a dégagé l'idée que ce qu'il a appelé le pouvoir rouge était une entité complexe qui ne se ramenait pas à l'existence du parti, qui ne se ramenait pas à l'existence de l'armée, qui ne se ramenait pas à l'existence des syndicats, mais qui était une entité créée à partir de tout cela comme une entité indépendante. C'était déjà quelque chose qui avait son existence dans les soviets, dans une phase déterminée de la révolution soviétique, mais cette idée était plus insistante, plus concrète, plus réelle, à travers la configuration que Mao désignait comme le pouvoir rouge. Je vous conseille de relire à cet égard le texte « Pourquoi le pouvoir rouge peut exister en Chine ?» un texte originaire de la pensée maoïste. C'est la chose qu'il avait en tête quand il a dit pas de mouvement communiste, pas de communisme sans mouvement communisme, évidemment, et quand il a dit aux gardes rouges « mêlez-vous des affaires de l'État ». Tout cela, c'est la même idée. C'est l'idée que l'État, qui ne peut que subsister pendant un temps historique probablement très long, l'État, même dans la figure de son dépérissement, ne peut être un État émancipateur que sous une constante surveillance massive. C'est le premier point. C'est le premier point.
Et la révolution culturelle en a été l'inauguration anarchique, quelque chose comme ça, ou le premier échec. Comme la Commune de Paris a été le premier échec sur la question de la prise du pouvoir. Sur la question du pouvoir, la Commune de Paris est la première leçon, la première fois que les forces ouvrières armées s'emparent du pouvoir d'État. Eh bien, ce qu'a été, au fond, la Commune de Paris, un échec sanglant, absolument désastreux aussi, ce qu'a été la Commune de Paris avec son échec pour la prise du pouvoir, la révolution culturelle prolétarienne en Chine l'est sur ce qu'exige l'action communiste de longue durée. De longue durée. C'est-à-dire la persistance, la maintenance, la durabilité de l'expérience politique émancipatrice. Le deuxième point, c'est que ce mouvement de masse, cette surveillance de masse, cette dictature de masse, pour ne pas se disperser, se diviser ou se livrer à des excès contre-productifs, doit être animé par, et construire en son sein une expérience politique prolongée. Ça, c'est les conditions que je vous ai dites du succès de la Commune de Shanghai. Et pour cela, elle ne doit jamais porter les intérêts d'une seule fraction de la population. Et ça aussi, c'est une leçon majeure de la Commune de Shanghai. En un certain sens, dans mon langage à moi, je dirais, la force populaire sur laquelle le mouvement de masse s'enlève ou qu'il organise doit toujours veiller à être générique. C'est-à-dire à ne pas être représentante d'une identité. Le mouvement de masse réel est toujours désidentifiant. Il est désidentifiant, il est générique. Marx déjà a pensé ça. Le prolétariat, c'est l'humanité générique, disait-il. Mais ça, c'est concret. Ça veut dire qu'il faut une liaison masse effective. Et il faut les cadres possibles, les animateurs, les militants possibles du caractère prolongé de cette unité. Alors on peut résumer tout ça, ce serait le troisième point, en disant que finalement il faut travailler sur 3 termes et pas sur un. Un terme, c'était le parti-État. Au fond, dans l'État socialiste, il y avait un seul terme politique, le parti-État. Et comme il y avait un seul terme politique, en définitive, il n'y a pas eu de politique. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que l'État soviétique a été un État progressivement dépolitisé, absolument dépolitisé. Il en paie encore le prix aujourd'hui. Il a été dépolitisé par le fait que la politique était censée être concentrée dans un seul terme. Mais la politique, c'est toujours une relation, ça ne peut pas être un seul terme. Ça ne peut pas être amalgamé et concentré dans la fusion du parti et de l'État. Et donc, il doit y avoir un principe de séparation. Il faut laisser jouer un principe de séparation. Il ne faut pas vouloir tout réunir. Ce n'était pas la puissance du tout, d'ailleurs. Ce n'était pas totalitaire, comme on le dit. C'était la puissance de l'un. Et l'un et le tout, ce n'est pas la même chose. Sans faire de philosophie trop abstraite. Mais vous voyez bien que l'un et le tout, ce n'est pas la même chose. Concentrer les choses dans la forme de l'un, ça n'est pas du tout s'emparer du tout. C'est subordonner le tout à l'un. Tout à fait autre chose. Et le parti-État, c'était l'un. Et c'est ce règne de l'un qu'il faut défaire. Et que la révolution culturelle a défait. C'est sa grande vertu. Malheureusement, elle s'est aussi perdue et égarée, parce que défaire l'un, c'est un grand risque, n'est-ce pas? C'est un grand risque. Il faut arrêter quelque part ce défait. Sinon, vous allez à l'anarchie détruite. Et en effet, il faut qu'il y ait 3 termes. Il faut qu'il y ait 3 termes, en tout cas. Il faut qu'il y ait le mouvement de masse. Il faut qu'il y ait les masses populaires levées, synthétisées, rassemblées. Et à l'autre bout, il faut qu'il y ait l'État, qui malgré tout va longuement dépérir, mais sera pendant très longtemps encore là. Et puis, il faut un
il faut une organisation politique. Il faut une organisation politique, mais séparée, non fusionnée avec l'État, et non plus strictement identique au MAS. MAS, organisation politique, État. Et au fond, ce qu'a tenté de montrer la révolution culturelle, c'est ceci, c'est que le terme central, l'organisation politique, je dis central parce qu'il y a les masses, l'État et puis l'organisation politique, le terme central doit participer de façon immanente au terme 1, le terme les masses. C'est-à-dire que l'organisation politique doit être réellement dans les masses. Vous savez, c'était une idée fondamentale de Marx, ça. Parce que dans le manifeste, Marx explique que les communistes ne sont pas, dit-il, une partie séparée du mouvement ouvrier général. Il dit ça exactement, ça ne doit pas être séparé, ça ne doit pas être une partie séparée du mouvement ouvrier général. Leurs caractéristiques sont des caractéristiques subjectives. Il leur donne d'ailleurs deux. Les communistes sont soucieux de l'étape qui vient, et pas seulement du moment actuel. C'est-à-dire ils sont porteurs d'une représentation du passage d'un État à un autre, d'une étape à une autre, et d'autre part, ils sont internationalistes. C'est les deux critères qu'ils donnent à cette époque, à l'époque. Mais retenons en tout cas l'idée que ça n'est pas séparé. Cependant, ça existe, mais ça existe de façon inséparée au regard du mouvement. Donc l'organisation politique doit être inséparée des masses. Et d'autre part, elle doit être dirigeante quant à l'État. Séparée mais dirigeante. Immanente du côté des masses, séparée mais dirigeante du côté de l'État. C'est-à-dire elle doit, au fond, exercer la surveillance de l'État, dont elle est séparée, en tant qu'elle est immanente au mouvement de masse. C'est exactement la formule à la recherche de laquelle a été toute la révolution culturelle, et qui a pris des noms successifs, Commune de Shanghai, Comité révolutionnaire. C'est-à-dire comment faire pour que l'organisation politique soit composée de gens qui, d'une certaine façon, sont aptes à, par leur intériorité aux masses elles-mêmes, à exercer sur l'État une surveillance constante, sans fusionner avec lui, sans s'identifier avec lui, sinon il ne surveillerait rien du tout. C'est-à-dire comment peuvent-ils être la représentation de la surveillance de l'État par les masses populaires, sans fusionner ni avec l'un ni avec l'autre à proprement parler, mais en restant immanente à l'un et en position de direction et de surveillance sur l'autre. Alors, il faut réfléchir tout ça dans les situations concrètes différentes, mais vous voyez l'importance de la leçon expérimentale de la révolution culturelle sur ce point décisif, qui est comment défaire l'un sans retomber, en définitive, dans la multiplicité informe. Et la multiplicité informe, c'est le capitalisme lui-même, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la situation où la politique, c'est rien d'autre que la multiplicité informe. D'ailleurs, son acte fondamental se passe dans un isoloir. C'est avouer que une collection atomique d'individus informés, c'est-à-dire déformés. Or là, ce que la révolution culturelle cherchait dans les conditions qu'elle héritait de l'État, c'était comment défaire l'un sans tomber là-dedans. Et la Chine aujourd'hui, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire il y a l'un abstrait, le parti État, qui est resté là, et puis tout le reste est informe. Tout le reste est informe, et voilà. Et au fond, la demande démocratique, c'est la demande que l'informe se généralise. Un peu moins d'un. Un peu de restriction de l'un, un peu plus d'informe du multiple. Mais on peut se résigner à ça, si on veut. Si on ne perd pas l'idée que quelque chose d'autre est possible, alors la révolution culturelle indique ce dont il s'agit, c'est défaire l'un sans aller au-delà de la limite du 3. C'est-à-dire,
établir l'espace général de l'action politique avec trois termes indépendants et reliés en dialectique permanente quant au devenir concret des choses. Et alors évidemment, pour que ceci marche, il faut une idée qui est commune à l'ensemble des acteurs. Il faut une idée, c'est-à-dire la représentation générale d'un objectif, d'une finalité, d'une norme minimale. Bon, l'idée communiste, c'était ça. C'est-à-dire, c'est le principe d'enveloppement de cette disparité du 3 dans une figure qui est commune en tant que ce qui peut être commun n'est jamais de l'ordre de l'identité, parce que moi l'identité ne peut pas être commune, mais est de l'ordre de l'idée. Une idée, ça peut être partagé par des identités différentes, c'est sa grande force. Et l'idée communiste, c'était ça, c'était l'idée qui pouvait circuler dans les masses, dans l'organisation, dans l'État, non pas du tout en tant qu'elle uniformisait ou totalisait tout ça, mais en tant qu'elle était partagée, tout simplement. Et après, la question de ce qu'elle devient dans les situations concrètes, c'est ça la politique. Comment vont s'ajuster les trois termes au regard d'un problème déterminé? Quel va être le mot d'ordre commun? Quelle va être la réalisation commune? C'est le mode sur lequel va se réaliser le partage de l'idée. Et donc, finalement, voilà, confrontation, je résume, confrontation de l'État à la surveillance des masses, c'est une condition sine qua non. Nécessité d'un minimum d'organisation comme tiers terme pour qu'on ne soit pas dans un conflit irrésoluble entre l'autorité de l'État et la levée populaire. Donc, défaire le 1 dans le 3 et envelopper tout ça par l'idée. Voilà quelles sont les leçons majeures de cet échec grandiose qu'a été la révolution culturelle prolétarienne, et qui, en ce sens, je crois que la comparaison est pertinente, de même que la Commune de Paris a échoué en nous léguant ce qu'étaient les conditions circonstancielles de la prise du pouvoir, de même, la révolution culturelle prolétarienne a échoué en nous léguant les conditions de ce que sont l'action émancipatrice continuée. Et en ce sens, je propose de dire que la révolution culturelle prolétarienne est la Commune de Paris dans les conditions de l'État socialiste. Merci. Merci pour cette conférence passionnante. Mais je suis un petit peu étonné, je ne vous ai pas entendu utiliser l'expression « révolution permanente ». Or, j'ai associé cette expression à votre conclusion. Me suis-je trompé ? Dans révolution permanente, étrangement, le mot qui me gêne, c'est révolution. Parce que je le trouve, y compris d'ailleurs dans révolution culturelle prolétarienne, extraordinairement lié à l'idée d'un brusque changement, d'une discontinuité politique, en général assignée à une discontinuité relative au pouvoir d'État. Malgré tout, la révolution, ça a une longue période de définition, comme un changement brusque, éventuellement violent, de la nature du pouvoir d'État et le passage d'un régime étatique à un autre régime étatique, de la monarchie à la République, de la République bourgeoise à la dictature du prolétariat, etc. Je ne suis pas absolument opposé à ce qu'on emploie révolution permanente, hein, mais justement, je pense que c'est un peu un oxymore, c'est-à-dire révolution permanente, parce que révolution est quand même très chargée de l'idée qu'il représente un événement discontinu, tandis que permanent, c'est justement le contraire. Donc, je pense qu'il faudrait garder révolution pour les discontinuités nécessaires dans le processus général de l'émancipation, et garder permanent pour autre chose, c'est-à-dire garder permanent pour précisément qu'est-ce que c'est que l'organisation politique en longue durée des différents termes qui peuvent composer une politique d'émancipation. Alors donc ce n'est pas une discussion
partisane sur révolution permanente, on n'en est plus à la discussion entre Trotsky et Staline sur ce plan. Vous voyez, je n'y suis pas opposé, mais je pense qu'on pourrait rentrer dans une ère où on reprécise les mots dans un contexte un peu différent. Et malgré tout, révolution, accepter que révolution, ça a la charge quand même de désigner la discontinuité révolutionnaire, le changement de régime, le changement d'État, et il y aura probablement d'autres discontinuités. Après tout, on a dit révolution culturelle prolétarienne. Mais je verrais plutôt, moi, distinguer la révolution comme une des échéances possibles de la politique communiste ou de la politique révolutionnaire, laquelle, au fond, s'est trouvée plus affectée et plus échouée dans les conditions de sa durée que dans les conditions de son acte primordial. Parce que la leçon que, malgré toutes les révolutions du XXe siècle nous montrent, c'est que la victoire originaire, la victoire primordiale, n'est pas par elle-même porteuse d'une garantie quant à ce qui ensuite va se construire et va durer. Alors si vous choisissez d'appeler révolution permanente la garantie supplémentaire de cette durée, je vous dirais oui, pourquoi pas. Mais enfin là, on est dans un choix ouvert sur le lexique de la politique. Oui, donc j'ai deux questions. Dans votre exposé, en fait, j'ai pas compris en fait qu'est-ce que c'est véritablement l'origine en fait de la révolution culturelle. Parce que si on considère que c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure, c'est-à-dire que c'est l'économie qui détermine, les problèmes économiques, les questions économiques qui déterminent en fait les débats idéologiques et donc les affrontements politiques. J'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui se passe économiquement dans la Chine du milieu des années 60 pour que la révolution culturelle éclate. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des millions de gens qui s'affrontent, etc. Il y a bien des raisons économiques ou des problèmes de structure, je ne sais pas, de l'économie chinoise. Ma question porte sur l'économie chinoise des années 60 et son influence sur les évolutions politiques qu'il y a eu après. Je dis ça parce que, je ne sais pas, on est capable d'expliquer un petit peu la Révolution française de 89 par les problèmes économiques qu'il y a eu avant, la Révolution russe aussi. Donc la question, voilà. Et deuxième question, c'est sur, en fait, j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que c'est fondamentalement, de manière principale, qu'est-ce que c'est la nature de classe de la révolution culturelle chinoise? Parce que l'initiateur de la révolution culturelle chinoise, donc c'est Mao, et c'est comme lui aussi, c'est sous son règne qu'a lieu en fait la fin de la révolution culturelle. C'est lui qui proclame un peu la fin ou qui arrête le mouvement. C'est sous son règne aussi qu'a lieu en fait aussi la répression dans les années 70. C'est lui qui accueille Nixon en 73 à Pékin. Bon bref, en tout cas lui, si c'est lui qui est à l'origine du mouvement, c'est lui aussi qui l'a arrêté. Donc ma question c'est fondamentalement, qu'est-ce que c'est cette nature de, c'est quoi la nature de classe en fait de ce mouvement quoi. Et dernier petit truc que je voulais dire, c'est que il peut y avoir des masses en mouvement, donc des millions ou des milliers, centaines de milliers de gens qui sont à Pékin et qui brandissent un petit livre rouge place Tiananmen. Donc une implication assez importante des masses. Mais bon, le débat politique ou l'influence, en tout cas le fait que le pouvoir politique appartient aux masses n'a pas lieu en fait. Il y a des moments, pendant la Révolution française, Robespierre il donne des armes aux sans-culottes, il leur laisse beaucoup de liberté d'action, mais c'est comme lui qui détient le pouvoir et que, en gros, c'est comme la bourgeoisie qui mène la Révolution française. Bon, je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais ma question c'était ces deux-là, quoi. Oui, je vous entends bien. D'abord, sur le premier point, je constate que jusqu'à présent, les tentatives de ramener les origines événementielles aux structures économiques m'ont toujours paru extrêmement faibles. Hein. Bien entendu, il y a une action générale de l'infrastructure économique sur l'ensemble des systèmes politiques, je ne dis pas le contraire. Mais lorsqu'un événement se produit, ça ne veut pas dire qu'on va trouver sa cause effective au strict niveau de l'économie. Moi, j'ai reçu un enseignement dans lequel on essayait de montrer que la Révolution française était entièrement déterminée par l'évolution des prix du blé en France, mais je n'ai pas été convaincu, franchement. Je n'ai pas été convaincu. L'évolution des prix du blé s'était passée ailleurs sans qu'il y ait de révolution, bien évidemment.
Donc l'événementialité politique, elle est sur toile de fond de l'économie, mais elle n'est pas déterminée dans la singularité de son surgissement par la macroéconomie, ça, nullement. Ceci étant, je vous ferai remarquer que j'ai commencé par là, par ailleurs. J'ai commencé par dire que le Parti communiste chinois était traversé par un conflit fondamental concernant précisément la nature exacte du mode de production. Que c'était ça qui était à l'arrière-plan des choses. Et qu'est-ce que c'était qu'une économie communiste? C'est là-dessus que ça n'allait pas du tout. C'est là-dessus qu'il y avait des gens qui pensaient que le paradigme de l'organisation productive sous le socialisme était au fond le même paradigme que le paradigme du développement capitaliste du point de vue formel. Et ceux qui pensaient qu'il fallait inventer quelque chose de radicalement différent. Donc il y avait bien une contradiction qui, en effet, se référait directement aux conditions productives et qui portait sur le bilan d'initiatives du type, d'un côté, le grand bond en avant, les communes populaires, et de l'autre, au contraire, le maintien de la discipline de fabrique, le maintien d'une hiérarchie des salaires très grande, le maintien de l'autorité des techniciens sur les ouvriers, etc. Donc ces questions étaient tout à fait présentes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la nature de classe, elle est parfaitement claire à partir du moment où on admet que la lutte des classes traverse le parti. Parce que c'est tout de même un peu mécanique de dire, étant donné qu'il y avait le Parti communiste, et que c'est lui, ou à partir de lui, que s'est déclenchée la révolution, alors on ne voit pas où est la nature de classe. La nature de classe des choses, elle se voit dans les contenus politiques affirmés et explicites. Hein. Elle se voit dans le fait qu'à un moment donné, si la bataille se fait autour de la question de savoir si on doit réduire ou non l'écart entre les tâches de gestion et les tâches d'exécution, eh bien la gauche prolétarienne, comme disaient les Chinois, ce sera ceux qui sont plutôt du côté de la réduction de l'écart, et la droite, en réalité, qui imite sur ce point la bourgeoisie, elle sera constituée de ceux qui pensent qu'il faut faire comme on a toujours fait. Donc la nature de classe de l'ensemble des questions soulevées par la révolution culturelle peut être décidée cas par cas de façon assez simple. Et d'ailleurs, Mao a parfaitement traité cette question, parce qu'on lui a posé, il a dit, on me demande souvent, ah oui, mais vous dites que c'est la lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie, mais où est la bourgeoisie? Et il a répondu, ben, la bourgeoisie, elle est dans le Parti communiste. Voilà. Et en effet, elle était dans le Parti communiste, au point que nous voyons que ce sont absolument les dirigeants du Parti communiste, Deng Xiaoping en tête, qui ont procédé à une restauration à très grande échelle de l'ensemble du capitalisme en Chine. Parce que la Chine aujourd'hui, c'est un pays capitaliste sous direction du parti unique, voilà, du Parti communiste. Alors, le Parti communiste, c'est très bien parce que on demandait à un dirigeant chinois, pas Xi qui est chez nous, mais un autre avant, on lui disait quand même, ce que vous faites, c'est pas vraiment communiste, c'est vraiment toute une histoire de milliardaires chinois, etc. Et il a répondu ceci qui était très chinois, nous sommes le Parti communiste, c'est donc nous qui décidons ce qui est communiste et ce qui ne l'est pas. Mais la nature de classe, elle s'est parfaitement vue. Ces gens-là, je rappelle que Deng Xiaoping avait été désigné par les rebelles chinois sous le titre long mais significatif de second des plus hauts responsables qui, quoique du parti, est engagé dans la voie capitaliste. C'est une description précise. Et à l'époque, les gens qui regardaient de loin la révolution culturelle se moquaient de ce genre de choses en disant « Deng Xiaoping engagé dans la voie capitaliste ». Mais on a vu, à peine Mao mort, il était engagé dans la voie capitaliste de façon résolue, définitive. Et d'ailleurs, il l'a parfaitement dit, parce que les Chinois, comme tout le monde, finit toujours par dire ce qu'ils pensent. Il a produit la thèse selon laquelle la première étape du communisme, c'était le capitalisme. Alors, effectivement, on ne sait pas combien de temps ça dure. Enfin, déjà, cette première étape. Tout ça pour dire que la polarité bourgeoise dans la société chinoise
reproduite en effet par la petite production, elle était installée au sein du Parti communiste chinois et de l'État chinois en tant que c'était cette division du parti lui-même qui représentait, qui concentrait à un moment donné la lutte des classes. Quant à la position personnelle de Mao Tse-tung, en réalité, Mao a lancé la révolution culturelle, ça c'est indubitable, et sur des thèmes qui ont divisé la Chine selon des lignes de classe flagrantes pendant un certain nombre d'années. Et puis, à un moment donné, il a pris acte de ce que ça avait largement échoué, et il a essayé de maintenir ce qui pouvait être maintenu des résultats acquis. Voilà. Et ça n'a pas été rien, parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout mais vous avez encore, dans les années 74-75, des débats extraordinairement intéressants, passionnants, y compris pour nous, en Chine, alors justement directement, la question de la résolution des grandes contradictions. Qu'est-ce que c'est que le communisme ? La situation politique est un peu figée, un peu arrêtée, mais cette discussion continue de façon abondante. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les usines? Qu'est-ce que c'est que l'organisation de la triple alliance entre les cadres du parti, les ingénieurs et les ouvriers? Qu'est-ce que c'est que l'initiative ouvrière? Qu'est-ce que c'est que la démocratie sur le lieu de production? On débat encore abondamment de ça. C'est le maintien de tout ça que protège, tant qu'il peut, et finalement jusqu'à sa mort, Mao Tse-tung et ses amis du bureau politique, à savoir Yao Wenyuan, Chiang Chun-chiao, Wang Gongwen et Shan Qing, la bande des quatre. Mao et la bande des quatre protègent ce qu'ils peuvent protéger. Voilà. C'est le choix qu'ils ont fait et je crois qu'ils ont eu raison. Finalement, quelque chose de la révolution culturelle a continué à retentir en Chine jusqu'en 1976 avec des reprises, des reculs. Ça n'était pas du tout la fin du mouvement, d'un certain sens, en son sens le plus général. C'était la fin de la période activiste du mouvement, mais ça avait laissé des traces, des discussions, des réformes. Il y avait le mouvement de lutte critique-réforme, il y a eu des rebonds, il y a eu des reculs, situation encore très mouvante. Et la preuve que c'était Mao qui la protégeait, c'est qu'à peine était-il mort qu'il y a eu un coup d'État militaire. Parce que c'est ça qui s'est passé, il faut le savoir. En 1976, il y a eu un coup d'État militaire. Un coup d'État militaire qui a consisté à arrêter la bande des quatre, à les foutre en prison et à reconstituer un appareil du parti entièrement aux mains des droitiers, sur une voie qui a conduit très rapidement à un capitalisme d'État rénové, et qui s'est accompagné, il faut le savoir aussi, parce que c'est un peu d'une répression extraordinairement violente et sanglante de l'ensemble de ceux qui s'étaient montrés des participants actifs de la révolution culturelle. Parce que c'est comme toujours, on parle des terribles excès des révolutionnaires, mais on ne parle jamais des excès des contre-révolutionnaires, alors que la proportion devrait être regardée. Même pour la Révolution française, c'est une chose que je rappelle toujours, la plus grande charrette d'exécution a été Thermidor. C'est là que d'un seul coup, en quelques jours, exécutait le plus de gens. Donc la révolution est dure, et la contre-révolution l'est aussi. Voilà. Et ça, c'est très frappant dans la révolution culturelle prolétarienne. En 1967, Mao meurt, c'était le seul garant ultime de garder quelque chose de ce qui avait été cette entreprise. Et là, c'est fini, et Deng Xiaoping prend le pouvoir et engage la Chine dans la voie qu'il a menée là où nous savons qu'elle est maintenant. C'est tout. Donc, quand Mao a dit la question de savoir qui l'emporte en Chine aujourd'hui du socialisme ou du capitalisme n'est pas une question tranchée, il avait parfaitement raison. Là encore, il avait parfaitement raison. Là aussi, tout le monde a dit, il dit ça, mais oui, les forces se sont affrontées, c'est la révolution culturelle. La voie communiste, finalement, ne l'a pas emporté. Un coup d'État militaire a soldé tout ça en engageant la Chine dans la voie d'une accumulation primitive de type capitaliste acharné. Voilà. Eh bien, merci à vous tous.